Alors nous allons enchaîner avec une table ronde consacrée aux bâtiments intelligents et plus spécifiquement au lien entre bâtiments intelligents et villes intelligentes. Nous avons un panel nombreux, riche, composé de personnalités et surtout de fonctions complémentaires, en tout cas des représentants de structures très complémentaires, puisqu'on a à la fois des inventeurs on pourrait dire de briques, de ce qui fait un bâtiment intelligent, une architecte, un promoteur, bailleur immobilier, un réseau qui réunit des acteurs de toutes sortes, un consultant, et vous allez tous avec moi et entre vous essayer de définir ce qui fait le bâtiment intelligent et ce qui fait qu'un ensemble de bâtiments intelligents peut devenir une ville intelligente. Alors, juste très brièvement quelques mots pour situer le sujet, parce que finalement, on parle beaucoup de bâtiments aujourd'hui. On a eu plusieurs sessions avec des architectes, c'était d'ailleurs très, très intéressant. Mais d'une façon générale, quand on parle de ville intelligente et de smart city, c'est souvent les mobilités qu'on place en premier. Bon, il y a beaucoup d'enjeux autour de la mobilité, c'est quelque chose qui effectivement affecte directement la qualité de vie des habitants de la ville, et il y a énormément d'innovation depuis quelques années, et ça s'accélère autour de la mobilité. Néanmoins, je rappelle quand même que le bâtiment, ça représente 40% de la consommation d'énergie d'une ville. En France, c'est relativement faible parce qu'on a une énergie assez décarbonée, mais c'est quand même un quart des émissions de CO2. Et puis, quand on parle de bâtiments, il faut quand même prendre en compte le cycle de vie des bâtiments qui est extrêmement long. Donc, tout ça a des impacts quand même très importants qui sont pas toujours mis au premier rang dans les discours sur la ville intelligente. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un petit tour de table. On va commencer par vous, je ne vais pas me casser la tête, excusez-moi, pour que vous nous disiez à la fois, que vous rappeliez qui vous êtes et du coup, à quel titre vous vous exprimez sur ce sujet-là, et du coup, que vous donniez, vous, votre définition d'un bâtiment intelligent. Quels sont les critères qui définissent pour vous le bâtiment intelligent? Donc, on commence avec vous, Ludovic Deblois. Oui, donc, alors, j'ai même pas dit qui était qui. Oui, voilà, je vais quand même vous présenter. Alors, Ludovic Deblois de Sun Partners. Alors, j'ai les noms dans l'ordre alphabétique qui n'est pas du tout l'ordre dans lequel vous êtes assis. Donc, je ne sais même pas qui est qui en fait. Vous êtes Monsieur Sissoko? Pardon? Salomon. Monsieur Salomon d'Enedis, pardon. Sébastien Delpont de Greenflex. Rosella Gotti, donc vous êtes architecte et cofondatrice du collectif MEMO, vous nous expliquerez ce que c'est. Manuel Flamme, directeur général de SNI. Maurice Sissoko? Non plus, il est toujours pas là. Mais oui, alors c'est pas étonnant que je m'y retrouve pas. Alors, il est absent ce soir, c'est son proche collaborateur et son secrétaire général, Philippe Rouvier-Corouge, qui le remplace. Voilà. Bon, bienvenue, excusez-moi, hein, mais comme on n'a pas eu le temps de faire connaissance avant d'être sur scène. Et enfin, Emmanuel François, donc vous êtes cofondateur président de Smart Building Alliance for Smart Cities, et vous nous expliquerez également plus précisément de quoi il retourne. Donc je reviens à Ludovic Deblois. Donc, qu'est-ce que Sun Partners et qu'est-ce que vous faites, vous, par rapport aux bâtiments intelligents? Donc, Sun Partners, c'est une société qui développe des vitres photovoltaïques qui peuvent s'intégrer sur n'importe quel type de surface, aussi bien des vitrages de bâtiments, des verrières, des façades ou des fenêtres intelligentes pour les rendre complètement autonomes. Alors, le bâtiment intelligent, pour nous, c'est un bâtiment qui est soit énergie positive, qui est un bâtiment qui développe l'autoconsommation et qui permet donc de partager l'énergie, donc non seulement de l'utiliser sur place, mais aussi de la partager avec les bâtiments environnants. Donc c'est un bâtiment qui est connecté, qui, de par son intelligence, optimise sa gestion d'énergie, que ce soit dans la production ou dans l'efficacité énergétique. Et alors vous, les vitrages que vous fabriquez, est-ce qu'ils permettent aux bâtiments de produire beaucoup d'énergie, ou c'est surtout pour assurer l'autonomie de certaines fonctions du bâtiment,
qui par ailleurs peut être, je ne sais pas, couvert de panneaux solaires. Alors les deux, parce que donc, pour faire des bâtiments énergie positive, au-delà de 3 ou 4 étages, si vous n'avez pas de panneaux solaires sur la façade, vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs des bâtiments énergie positive. Et en effet, la deuxième application, c'est les fenêtres intelligentes. Notamment, on commence à avoir des vitres qui s'opacifient automatiquement. Ces vitres ont besoin d'énergie pour s'opacifier. En s'opacifiant, elles permettent de réduire fortement la consommation, notamment d'applications comme la climatisation. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les rend autonomes. Si on ne les rendait pas autonomes, eh bien, il y aurait besoin de câblage pour ces vitres opacifiantes. Et donc ce serait des coûts en plus, du génie civil en plus. Et donc on évite tous ces surcoûts. Et alors vous travaillez avec des BTPistes pour fabriquer justement, comment est-ce que vos solutions sont intégrées en fait à des bâtiments concrètement? Alors donc nous on fabrique le vitrage photovoltaïque et ensuite on travaille avec des façadiers, des fabricants de menuiserie qui eux-mêmes intègrent nos solutions et ensuite les installent dans les bâtiments en partenariat avec les sociétés de construction. Je crois que vous avez inauguré relativement récemment une nouvelle, une ligne de fabrication de ce vitrage intelligent et solaire. Oui, tout à fait. Donc ça y est, on a démarré en septembre notre ligne de fabrication dans le sud de la France. Donc c'est un produit français et nous avons démarré les premières installations de bâtiments. Notamment, nous serons sur le futur siège de Vinci Construction. Nous avons aussi installé des vitrages sur le site de The Camp, qui est un grand site, un grand campus dans le sud de la France. À côté d'Aix-en-Provence, oui. Alors, Monsieur Salomon, un bâtiment connecté, vient de dire Monsieur Debois, donc j'imagine que ça vous convient parfaitement comme définition d'un bâtiment intelligent. Qu'est-ce que vous voulez Ludovic rajouter ? a déjà bien couvert notre sujet. Donc Enedis, nous sommes distributeurs à la fois d'électricité et des données qui vont avec. Donc pour nous, un bâtiment intelligent, c'est d'abord un bâtiment qui sait mesurer ce qu'il consomme en énergie. Et c'est à ce titre-là que nous installons des compteurs Linky chez chacun des clients du bâtiment. Ça veut dire que le bâtiment, il est intelligent parce qu'il sait ce qu'il consomme, mais il est aussi intelligent, comme l'a dit Ludovic, parce qu'il est capable de renvoyer de la production. On parle d'autoconsommation et nous, notre rôle de distributeur, c'est de gérer ces flux d'énergie et des données qui vont avec, puisqu'il y a l'énergie physique, mais il y a toutes les données qui permettent, comme disait Ludovic, d'insérer un bâtiment intelligent dans une ville intelligente, et c'est ce qu'on verra plus tard. Mais juste un commentaire, d'après les définitions que vous en donnez l'un comme l'autre, pour l'instant il n'y en a pas beaucoup des bâtiments intelligents quand même. Il n'y a pas encore beaucoup de bâtiments équipés de compteurs intelligents, il y a encore moins de bâtiments équipés de vitrages intelligents, il n'y a pas tant que ça de bâtiments à énergie positive aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un chemin quand même pour s'assurer de pouvoir peut-être devenir un jour bâtiment intelligent? Peut-être demander à Emmanuel François, je vous laisse répondre. Juste en termes de nombre, il y a actuellement 7 millions de compteurs Linky installés, donc il y a 7 millions de clients connectés. Il y a des villes quasiment entières. Tout à l'heure, peut-être, on parlera de Nice. Nice est quasiment tout équipé en compteurs Linky, ce qui rend les clients et le bâtiment intelligent. Et le dernier point que je voudrais ajouter, c'est qu'un bâtiment intelligent, on a parlé de technologie, mais c'est aussi un bâtiment dans lequel les clients, les habitants de ce bâtiment se sentent bien et ils jouent un rôle dans la cité. Donc au-delà de la technologie, il y a l'insertion. Est-ce que l'ensemble des habitants de ce bâtiment ont une interaction, soit digitale, soit autre, avec cette consommation, et donc ils sont acteurs et pas uniquement clients? Vous anticipez un peu sur la suite du débat, mais ça n'est pas grave. Emmanuel François, peut-être justement, parce que vous dites qu'il y a 7 millions de logements équipés de compteurs Linky, est-ce que ça en fait pour autant un bâtiment intelligent? Est-ce que ça suffit à faire un bâtiment intelligent? Est-ce qu'on peut trouver des moyens de faire en sorte que, avant même d'être équipé peut-être un jour de vitrage intelligent et voire de compteurs intelligents, le bâtiment puisse au moins devenir intelligent ou en tout cas continuer à apprendre au fur et à mesure de l'évolution des technologies? C'est une bonne question. Donc Emmanuel François, président de la Smart Building Alliance, association qui a 5 ans d'existence et qui a pour but d'accompagner tous les acteurs du bâtiment et de la ville dans leur transition numérique combinée à la transition énergétique. Alors un bâtiment intelligent, on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est? Globalement, la réponse c'est un bâtiment intelligent, c'est un bâtiment qui est équipé de capteurs et d'actionneurs qui viennent rendre un service à l'utilisateur. Point. Aujourd'hui à la SBA, on s'est dit qu'il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà parce que ça ne suffit pas.
il faut que ce bâtiment communique vers l'extérieur. Et qui dit communiquer vers l'extérieur, ça veut dire s'occuper du traitement des données, capter des données et les traiter. De ce fait, la SBA est à l'origine d'un label, d'un cadre de référence qui est devenu un label, Ready to Service, ou R2S, c'est-à-dire pour qu'un bâtiment devienne intelligent, plateforme de service. Alors voilà, service, ça va être effectivement service énergétique, service à la personne, service pour l'aménagement des espaces, service pour l'optimisation énergétique, pour plus de bien-être, plus de cohésion sociale, etc., etc. Alors vous allez me dire, mais quel exemple? À partir de quoi on peut s'appuyer sur un bâtiment intelligent? Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous voulez mettre un interphone chez vous. Vous allez acheter un interphone, vous allez mettre une infrastructure pour l'interphonie. Ensuite, vous voulez avoir un système pour, par exemple, superviser vos parents. Et vous allez avoir un autre système, une autre infrastructure pour superviser vos parents, etc., etc. Pour nous, ce n'est pas forcément un bâtiment intelligent puisqu'on empile des systèmes et on empile des infrastructures. Le principe de Ready to Service, c'est de dire on mutualise les systèmes, on mutualise les infrastructures et on s'appuie sur des solutions interopérables et sur des standards ouverts pour pouvoir accéder librement aux données. Aujourd'hui, il y a un grand nombre d'acteurs, il y a certains acteurs, des promoteurs immobiliers qui ont franchi le pas. J'en ai un à ma droite, ICAD par exemple, avec une toute dernière réalisation qui est Influence à Lyon-Confluence, qui est effectivement un bâtiment qui est conçu dans ce schéma-là, avec des capteurs, des actionneurs, sans fil d'ailleurs, et qui permet effectivement une mutualisation des infrastructures et des équipements. Merci. Alors peut-être nous parler de Influence, c'est ça le nom du bâtiment, et plus généralement votre vision de ce qu'est le bâtiment intelligent. Oui, merci pour cette entrée en matière. Ready to Service, je crois que c'est un label que vous avez également décerné à notre nouveau siège social, ici les Moulineaux, un bâtiment que nous avons dénommé Open, et qui effectivement embarque, ou plus exactement agrège un certain nombre d'informations et de data qui rentrent et qui sortent à l'intérieur de notre immeuble, au service bien évidemment de nos collaborateurs, mais aussi et surtout de toutes nos parties prenantes, que sont nos clients et nos fournisseurs. Et puis merci, je ne savais pas que vous souhaitiez évoquer ce bâtiment, l'îlot A3 de la Confluence à Lyon, sur lequel nous avions gagné ce concours voici maintenant 5 ans, et que nous avons livré il y a quelques mois, dont une partie à mon voisin, Monsieur Flamme, et à son grand établissement, la SNI, et qui effectivement est un groupe de bâtiments, 3 immeubles d'habitation et 2 immeubles de bureaux, qui communiquent tous les 5 entre eux et qui se donnent de l'information en entrée et en sortie, tant pour la gestion et la consommation énergétique que pour la vie de ses habitants, que ce soit les collaborateurs des entreprises qui vont les occuper, les commerçants qui vont faire vivre les pieds de ces immeubles, et puis et surtout tous les habitants des 3 immeubles d'habitation qui pourront utiliser une conciergerie numérique pour utiliser soit les véhicules en autopartage qui seront situés en infrastructure de ce bâtiment, soit éventuellement une chambre d'hôte que nous réservons à l'usage de la globalité des copropriétaires ou des locataires des copropriétaires. Et enfin, dernier lieu, un petit local de bricolage, tout ça donnant un petit peu aussi de sens et bien social à la globalité de la vie de ces immeubles. Donc un immeuble intelligent, pour reprendre un petit peu en synthèse partielle au travers de ce tour de table, ce qui a déjà été dit, c'est déjà un immeuble qui, avec ses composants essentiels, permet effectivement d'être sobre et puis éventuellement de participer à la production d'énergie de son quartier, qui est en capacité de communiquer avec son proche environnement et surtout de donner de la facilité d'usage, de service, tout ça dans un lien social pour la globalité de ses utilisateurs et la satisfaction de ses propriétaires. Et un des propriétaires bailleurs heureux, je pense que c'est Emmanuel Flamme, ici présent. Alors je ne sais pas si vous souhaitez lui laisser la parole. Mais je pense que je vais vous laisser tous autour de la table. Vous vous débrouillez très bien sans moi. Donc Manuel, à votre tour. Alors juste, j'avais une question quand même sur les immeubles parce que vous avez parlé d'un 2 ou 3 immeubles. Influence Square à Lyon, Confluence. Voilà, c'est un bâtiment, enfin c'est un groupe d'immeubles qui accueille 185 appartements et 2 immeubles de bureaux qui développent respectivement 7500 et 5500 mètres carrés. Et en pied d'immeuble, nous avons 8 commerces
pour environ 2500 mètres carrés de commerce global. Voilà. Donc un vrai petit quartier de ville à l'intérieur de ce quartier de la Confluence à Lyon. Mais ma question, c'est sur l'énergie, parce que quand vous vous dites qu'ils communiquent Alors, entre eux, est-ce l'énergie, qu'ils elle est échangent de produite en l'énergie? superstructure avec des panneaux photovoltaïques qui produisent donc de l'électricité qui est soit consommée le jour par les immeubles bureaux, soit le soir, mais là la nuit tombe donc ça devient un petit peu plus compliqué, par les familles qui habitent dans ces immeubles et qui vient dialoguer avec le réseau d'Enedis pour éventuellement soit décharger et vendre de la production électrique, soit éventuellement récupérer du flux électrique pour les habitants le soir. Alors après, il y aura des choses qui seront embarquées, je l'espère le plus tôt possible, tels des panneaux photovoltaïques, et puis aussi et surtout, je l'espère, aussi d'autres systèmes de captation de l'énergie qui seront développés, soit par des éoliennes, soit par des panneaux photovoltaïques dans les immeubles d'habitation. Alors ça, c'est une histoire que nous allons tenter de développer d'ici les 12 à 24 prochains mois. Mais Monsieur Salomon, est-ce que ça rentre dans les expérimentations d'autoconsommation collective ou c'est Oui, tout à fait. Oui, c'est-à-dire que nous commençons à lancer des offres d'autoconsommation qui sont exactement ce que vous décrivez. Donc, si on devait prendre un exemple, il est parfait. C'est-à-dire c'est un bâtiment qui a une source d'énergie renouvelable, photovoltaïque ou éolien, et vous ajoutez des bornes de recharge de voitures en sous-sol ou dans la rue, et de coordonner l'ensemble de ces énergies. Certaines ne sont pas permanentes, d'où la gestion, de pouvoir recharger par exemple des voitures quand on a un surplus d'énergie ou faire profiter à des familles. C'est ça la ville intelligente. Merci beaucoup. Alors Manuel Flamme, donc SNI, vous êtes, je crois, le premier bailleur français. Vous avez un parc important, vous allez nous rappeler les chiffres et vous continuez de construire, enfin vous avez un plan de construction de logements, notamment dans le Grand Paris, qui est aussi significatif dans les années à venir. Donc pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment intelligent et en quoi c'est important pour vous d'acquérir des bâtiments intelligents tels que ceux d'Influence, à Confluence? Merci Dominique. Alors effectivement, le groupe SNI, c'est un groupe qui dispose d'un très très grand parc locatif. On est pleinement propriétaire de 350 000 logements en France, 150 000 en Ile-de-France, près de 200 000 en province. Et on fait du logement très social, intermédiaire et libre. Donc on est sur toutes les catégories de logements. On produit par ailleurs près de 15 000 logements neufs par an qu'on acquiert soit en VFA auprès des promoteurs directement, c'est 80% de notre production, soit en maîtrise d'ouvrage direct à l'acquisition de foncier où on construit nous-mêmes nos immeubles. Donc les opérations qu'on a acquises auprès d'ICAD notamment sur Confluence, les opérations acquises en VFA et qui effectivement correspondaient à nos attentes, c'est-à-dire des bâtiments qui sont intelligents, éco-responsables. Et je vais profiter de cette introduction pour vous donner ce que je pense être la définition d'un bâtiment intelligent. Pour moi, un bâtiment intelligent, c'est un bâtiment qui répond et qui s'adapte aux besoins de ses locataires, aux besoins des gens qui vivent dedans. Qu'est-ce que attendent nos locataires, nos clients? Nous, au sein de la foncière publique qui est le groupe SNI, ils attendent d'abord de pouvoir vivre dans des quartiers de ville qui sont respirables, où leurs enfants vivent dans un environnement sain. Et donc, l'un de nos premiers défis, c'est de produire, de livrer des bâtiments qui sont durables. Durables, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. D'une part, qui sont construits avec des matériaux autant que faire possible biosourcés ou dont les procédures de construction ont une empreinte carbone qui est extrêmement faible. Et vous savez, Dominique, que ça me tient à cœur. Le deuxième sujet, c'est s'assurer que tout simplement la performance énergétique des bâtiments qui sont livrés soit la plus exemplaire possible, en l'occurrence BBC en dessous de 50 kWh au mètre carré. Ça, c'est le premier élément. Faire du bâtiment, enfin un bâtiment intelligent, c'est d'abord un bâtiment, on aurait dit il y a une dizaine d'années, vert, un bâtiment éco-responsable, un bâtiment qui s'inscrit dans une ville durable. Le deuxième élément d'un bâtiment intelligent, la deuxième dimension, c'est d'offrir à nos locataires, à nos clients, les services les plus modernes. Et qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose de construire dans ces bâtiments des logements qui sont connectés. Connectés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos logements demain, dès aujourd'hui, mais demain, doivent être des logements qui sont des véritables plateformes de services, qui permettent aux clients, aux locataires, d'avoir accès à une offre de services nouvelle, qu'elle soit à travers le pilotage énergétique de consommation de ces fluides, plus globalement, mais également un logement qui permet
de se connecter avec l'ensemble des services de la ville, avec les services publics de la ville, les centres de soins, avec la mobilité, les services publics de transport, bref, un logement qui soit un lieu, une plateforme ouverte sur la commune. Et puis le troisième élément de ce bâtiment intelligent, c'est un bâtiment qui s'adapte aux besoins des familles tout au long de leur vie. Très concrètement, nous, au sein du groupe SNI, on loge des familles qui évoluent énormément. Pourquoi? Parce que les enfants, notamment dans le logement social, qu'on a fait rentrer une famille de 3 enfants, de parents avec 3 enfants dans un logement social, 15 ans plus tard, les 3 enfants ou les 2 enfants sur 3 sont partis. Et donc il y a une chambre, voire 2 chambres de trop dans le logement, et donc qui pèse sur le pied de quittance. Notre capacité à produire des bâtiments intelligents, c'est notre capacité à offrir demain à nos locataires la possibilité de faire évoluer leur logement, dans leur typologie notamment, pour s'adapter à la situation familiale, à l'évolution des situations familiales. Je parle des enfants qui grandissent, mais je parle aussi, pour aussi parler tout simplement des décès, ou bien même des séparations, qui sont de plus en plus importantes et qui modifient totalement les attentes en termes typologiques des locataires qu'on loge chez nous. Puis dernier point, parce que c'est important, un bâtiment intelligent, c'est un bâtiment qui s'inscrit dans la durée. Aujourd'hui, on peut avoir dans un quartier besoin de 3000 logements. Mais dans 20 ans, 25 ans, dans le cadre de la reconversion d'un quartier, on peut souhaiter que ces logements se transforment en bureaux, ou que ces bureaux se transforment en commerce. Un bâtiment intelligent, c'est un bâtiment dont la destination peut changer à moindre coût. Et là-dessus, le groupe SNI développe un certain nombre d'innovations produits, notamment le projet qu'on conduit à Bordeaux, qui s'appelle le projet Brasa, et qui, en se concentrant sur la construction de bâtiments dont les fluides sont construits de manière horizontale, donc passent dans des planchers, on construit en fait des plateaux qui permettent très facilement de transformer un logement en bureau, voire un bureau en commerce, à moindre coût. Et vous savez que cette capacité d'anticiper l'évolution, les changements de destination d'une unité immobilière, d'une unité résidentielle, c'est une clé en fait pour répondre à la crise du logement. Je donne un dernier exemple là-dessus. En Ile-de-France, pour vous donner, pourquoi je vous dis que c'est vraiment important, en Ile-de-France, vous savez qu'il y a 3 millions de mètres carrés de bureaux qui sont vacants. 3 millions de mètres carrés de bureaux qui sont vacants. Parallèlement, on dit qu'il manque qu'il faudrait construire environ 50 000 logements supplémentaires par an pendant 15 ans pour atteindre ou pour répondre aux besoins des franciliens. Dans ce contexte, on se dit, mais on les a, ils existent ces mètres carrés, il suffit de transformer les bureaux en logements pour tout simplement régler la crise du logement francilienne. La réponse, c'est pourquoi on ne le fait pas? Parce que ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher parce que les contraintes réglementaires, la manière dont on a construit ces immeubles de bureaux ne permettent pas cette transformation. Réfléchir en amont à cette transformation, construire des logements réversibles dont la destination peut changer facilement, c'est notamment une piste pour régler cette crise du logement et donc ça contribue, ça constitue un élément d'intelligence du futur bâtiment. Merci Manuel. Rossella, je vous donne la parole. Présentez-vous, présentez bonjour à toutes et à collectif. tous. Merci Dominique pour m'avoir invité à prendre la parole sur ces sujets. Je ne suis pas vraiment une experte, entre virgules, mais j'ai des compétences et un avis en tant que femme architecte, en tant qu'habitante. Donc oui, je représente ici l'association MEMO, qui est un mouvement pour l'équité dans la maîtrise d'œuvre. Donc c'est une association qu'on a créée récemment pour sensibiliser un peu sur toutes les questions du genre qui sont liées à la profession de qui conçoivent l'espace, c'est-à-dire les architectes, les urbanistes, les paysagistes et tous qui sont aussi maîtres d'ouvrage qui sont concernés. Et donc, partant d'un constat d'un déséquilibre qu'il y a dans les domaines. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Oui. Non, mais, on a vu des femmes tout à l'heure, architectes. Oui, on en a vu il y en a beaucoup et il y a de plus en plus, mais bon, ça reste un peu déséquilibré. Donc, on s'est motivé un peu pour essayer de réunir les forces, disons, dans ce domaine. Et pour ce qui est les bâtiments dits intelligents, moi je pense qu'il y a 2 questions principales. Il faudrait d'abord peut-être travailler sur la création de nouvelles figures, que ce soit un
maître ou maîtresse d'usage. C'est-à-dire que nous, on est toujours très partagé entre maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, sont les grands acteurs, disons, pour les entreprises qui réalisent, mais bon, dans la conception des espaces. Et je pense qu'on aurait vraiment besoin, de plus en plus qu'un bâtiment devient intelligent et donc qui se compose de tout ce qu'on vient d'écouter cette journée, d'avoir quelqu'un qui puisse être une sorte de médiateur ou médiatrice par rapport à savoir justement récolter les informations qui viennent des usagers, hein, ce qu'on a dit, mais aussi savoir les traduire en solutions pratiques. Après, il y a une autre considération, je pense que c'est important de faire, et c'est que il faudrait essayer de trouver la façon, avec ces bâtiments, de diminuer la charge mentale des usagers. Ça, je sais que c'est un thème du débat féministe, mais c'est vrai que c'est pas anodin du tout, parce qu'il y a toute une question de libérer du temps. Libérer du temps, que ça concerne spécialement les femmes, apparemment, hein, suivant les statistiques. Et donc, je pense qu'un bâtiment qui arrive à libérer du temps aux usagers, mais aussi à ceux qui, après, s'occupent de l'entretien de bâtiments, parce que c'est pas seulement ceux qui vivent, mais il y a aussi toutes les personnes qui s'occupent de le faire vivre dans les temps. Et donc, ça, c'est... Vous avez des idées, des exemples d'initiatives qui peuvent permettre à un bâtiment de libérer du temps pour... par exemple, sûrement de réussir à regrouper les composants techniques de façon que... il y a beaucoup de gens, il faut le dire, qui encore ont des difficultés à utiliser des thermostats ou des outils très simples. On le sait. Donc, d'un côté, il ne faut pas que les technologies arrêtent d'avancer à cause de ça, mais il ne faut pas oublier qu'un simple outil peut avoir plusieurs fonctions, elle peut être simplifiée au maximum, de façon à faire aussi, par exemple, épargner du temps à qui passe des heures essayant de faire marcher une petite technologie de ce type, par exemple. Donc ça, c'est la première chose que, oui, je pense. D'accord. Excuse-moi, il y a encore une petite question que je pense est très importante dans la conception, dans la programmation vraiment des bâtiments. Et c'est celle de réussir, notamment dans les logements, à créer des espaces partagés qui sont des espaces communs, comme on fait maintenant de plus en plus pour les co-housing, que c'est l'une je pense, des programmes qu'on doit développer au maximum. C'est-à-dire réussir à avoir des espaces où la réunion des habitants et des usagers est rendue possible par cet espace. Et après, ce sont des espaces aussi qui peuvent permettre une épargne énergétique, aussi, bien sûr, des surfaces, etc. Donc ça, c'est aussi l'une des pistes, je pense, pour... Très bien, merci Rossella. Sébastien, qu'est-ce que vous inspire tout ce que vous venez d'entendre? Est-ce que vous voulez faire une espèce de synthèse ou qu'est-ce que vous avez retenu parce que vous avez une vision, on va dire, un peu neutre, vous n'êtes pas partie prenante au même titre que chacun des intervenants qui s'est exprimé jusqu'à présent. Si on reste pour l'instant sur le bâtiment, qu'est-ce que vous pensez de tout ça et quel est votre propre point de vue? Bonjour à tous. Rappelez-nous ce qu'est Greenflex, s'il vous plaît. Je travaille pour Greenflex, une structure qui accompagne des organisations dans ces transitions énergétiques écologiques, avec des métiers de conseil, d'outils numériques, plateformes et des solutions de financement. En gros, avoir une boîte d'outils de solutions pour aider les organisations à accélérer leur transition numérique et écologique. Ce que je retiens de tout ça, il y a beaucoup de choses intelligentes qui ont été dites déjà, hein, c'est l'avantage de passer en dernier. Pour moi, un bâtiment intelligent, c'est différents éléments. Le premier, c'était rappelé, c'est un bâtiment, c'est qui sert à ce pourquoi il était conçu. C'est-à-dire qu'un logement dans lequel on vit bien, un bureau dans lequel on travaille bien. Donc c'est le premier sujet de base, c'est qu'il est performant par rapport aux usages qu'on souhaite. Donc c'est du bien travailler, bien vivre dans cette logique de qualité d'usage, avec beaucoup de dimensions qui ont été évoquées, qu'il s'agisse d'espace de partage, qu'elle soit une flexibilité à différents usages, mais c'est ça. C'est qui répond à sa performance première, bien travailler, bien vivre dans un bâtiment. Deuxième sujet, pour moi, c'est qu'il s'inscrit dans des circuits courts de l'énergie,
circuit court de la matière, on parlait de biomatériaux, circuit court alimentaire, mais c'est vraiment, il s'insère dans ces boucles locales, qui soient en tout cas en connexion avec les acteurs, ces parties prenantes de son territoire, et qu'il est voilà, parfois producteur, parfois exportateur d'énergie, mais il est complètement inséré dans ces boucles locales de l'énergie et de la matière. Et troisième point, pour moi, ces bâtiments intelligents, ils sont fondamentalement des bâtiments existants. Parce qu'avant que la ville soit remplacée par 100% de bâtiments neufs, le vrai sujet, il est là. Comment on rend nos bâtiments actuels un peu plus intelligents? La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas tous bêtes. Et qu'il y en a, ils ont beau être très vieux. Voilà, il y a des expositions intéressantes qui ont été faites il y a quelques temps sur le bâtiment haussmannien et les qualités qu'il peut avoir dans la ville. Et qu'il est parfois bien meilleur que des bâtiments qui ont 25 ans, le bâtiment haussmannien. Voilà. Après, se dire qu'il peut être encore plus intelligent, pourquoi pas? Qu'il faille utiliser du dopage technologique pour le rendre encore plus puissant et encore plus intelligent, pourquoi pas. Mais il faut garder à l'esprit, je pense, que voilà, le numérique doit être un moyen et pas un but d'avoir un logement ou un bureau dans lequel on fait les choses mieux. Donc je pense que voilà, un des sujets, c'est voilà, de ne perdre pas de ça en tête, et de ne pas être de dire numérique pour numérique. Non, ce qu'on veut, c'est qu'un bâtiment dans lequel on est bien, avec les différentes dimensions de biens qui peuvent exister. Et un des challenges clés, je pense que ça va être réussir à la transition de bâtiments existants vers des bâtiments un peu plus intelligents. Et c'est notamment un des volets sur lesquels je travaille beaucoup en ce moment, sur la rénovation énergétique massive du logement social. Où pour le coup, une des dimensions qu'on utilise, c'est ce que j'exposais, s'insérer dans des circuits courts, en l'occurrence énergétiques, puisqu'on vise dans ce programme qui s'appelle Energy Sprong à promouvoir des rénovations zéro énergie, dont les travaux sont faits en 1 semaine maximum, parce qu'on pense que dans une logique de qualité d'usage, il faut que les travaux soient rapides et que, en tout cas, l'expérience utilisateur pour l'occupant, c'est que c'est pas pénible du tout, que c'est très rapide, avec un modèle d'économie cohérent, parce que c'est aussi un point central pour arriver à ce que ça prenne vie, et dans une logique de qualité d'usage élevée. Ce qu'on propose aux gens, c'est un meilleur logement. Et donc on ne traite pas que la dimension énergétique, c'est l'adaptation au vieillissement, c'est travailler sur les questions d'un confort acoustique, toutes ces dimensions, ou pour le coup arriver à ce challenge de faire des bâtiments énergie zéro avec 1 semaine de travaux et en embarquant ces autres aspects du bien vivre dans les bâtiments. Forcément il y a des outils numériques qui sont précieux, mais par contre précieux dans les moyens et pas forcément visibles a posteriori. On fait des scans 3D des bâtiments qui permettent de numériser en usine des façades qu'on va apposer et être capable d'installer très rapidement sur les bâtiments. Parfait. Par contre, on peut avoir des bâtiments dans lesquels il n'y a aucun dispositif technologique à la livraison, parce qu'il y a des occupants qui vont être friands de technologie, et pour cela c'est possible, d'autres absolument rétifs à la technologie, et on va interagir avec eux de façon différente. Donc, dans ce programme hollandais qu'on déploie en France, avec un centre de bailleurs sociaux, il y a par exemple des occupants qui reçoivent des cartes postales tous les mois pour leur dire s'ils sont en avance ou pas en avance sur leur performance énergétique. Parce qu'il y a des gens qui ont 73 ans, qui n'ont pas un smartphone, et qui ne vont pas s'y mettre tout de suite, et c'est très bien, on s'adapte à ça. Donc on a bien le numérique qui est présent, pour capter de la donnée, faire des recommandations. Par contre, la restitution, elle peut être assez robuste, en tout cas, et elle n'est pas forcément technologique. C'est vraiment cet esprit, je pense, de ce qu'il nous faut, c'est arriver à, qu'on garde à l'esprit cette fonction première du bâtiment et qu'on se serve en tout cas d'un certain nombre d'outils. Beaucoup d'initiatives ont été citées par les personnes sur scène pour arriver à ces niveaux de performance, de qualité d'usage. Merci beaucoup Sébastien. Donc on va enchaîner avec la deuxième partie qui, de mon point de vue, est le plus gros morceau de cette table ronde, qui est comment on passe du bâtiment intelligent à la ville intelligente. D'abord Ludovic, une question par rapport à ce que vient de dire Sébastien, en disant un bâtiment intelligent, c'est déjà pour moi un bâtiment existant. Est-ce que le type de solution que vous développez, c'est compatible avec des bâtiments existants, ou est-ce que c'est réservé à du neuf ? Oui, tout à fait, c'est compatible avec des bâtiments existants, et je partage tout à fait ce qui a été dit d'un point de vue de vision de nos villes de demain. Et en effet, il faut s'attaquer d'abord et avant tout à la rénovation. Ce sont des bâtiments existants où il y a déjà des personnes qui habitent et qui ont besoin de cette efficacité énergétique, et nos solutions peuvent le faire, oui. Mais alors, on n'aura pas le temps de développer très en profondeur cet aspect des choses, mais financièrement parlant, est-ce que vos solutions sont abordables? Quel est le modèle de financement qui doit payer finalement pour ça? Je vais prendre par exemple l'exemple d'une vitre à atteinte variable qui est justement autonome. Ça veut dire qu'elle s'intègre comme n'importe quelle fenêtre, et donc on remplace la fenêtre existante par cette fenêtre-là. Et elle doit coûter plus cher quand même qu'une fenêtre. Alors, si on compare, le coût de la fenêtre est un peu plus cher, mais le coût d'installation est moins cher, parce que pour avoir les mêmes résultats énergétiques, il faudrait soit des brise-soleil, soit des stores, qui demandent une installation supplémentaire et des coûts de maintenance également. Donc cette fenêtre a des coûts d'installation et des coûts de maintenance plus faibles.
et se rentabilise par les économies d'énergie. Oui, tout à fait, elle se rentabilise par des économies d'énergie. Alors, puisque vous avez le micro, conservez-le et donnez-nous votre vision, non pas du bâtiment intelligent, mais d'une ville intelligente. Pour vous, qu'est-ce que c'est que les caractéristiques essentielles d'une ville intelligente, ce qui n'est pas exactement la même chose que le bâtiment intelligent? Ben oui, parce que dans la ville, il y a des bâtiments, mais il y a aussi des personnes qui se déplacent. Il y a une vie qui se fait à plusieurs. Dans le bâtiment, on peut être, comme ça a été dit, à plusieurs, mais aussi isolé. Et donc là rentre en jeu la question de la mobilité que vous évoquiez au départ. Et là, tout est à créer, parce qu'on évoquait à l'instant les véhicules électriques, par exemple, qui se rechargent. Et il y a une question qui se pose naturellement, c'est est-ce que le véhicule vient se recharger auprès du bâtiment qui est source d'énergie, ou c'est le bâtiment qui vient récupérer l'énergie du véhicule qui s'est rechargé au bureau dans la journée? Ou ça dépend. Ou ça dépend, oui, tout à fait. Et donc là, il y a une vraie réflexion à mener sur la façon dont on va gérer notre mobilité, sur la façon dont on va gérer le stockage d'énergie, parce qu'on peut le stocker dans le bâtiment, dans la voiture ou dans d'autres moyens. Monsieur Salomon, alors vous êtes au cœur de ce genre de problématique chez Enedis. Oui, il n'y a pas de ville intelligente sans qu'il y ait de bâtiments intelligents, mais pour pouvoir passer de bâtiments intelligents à une ville intelligente, encore faut-il avoir des réseaux intelligents. Ça me paraît, c'est ce qu'on a évoqué là. Alors, qu'est-ce qu'un réseau intelligent? Eh bien, c'est un réseau qui prend en compte toutes les composantes de la cité. On parlait d'immeubles, ils peuvent être anciens, ils peuvent être nouveaux. Il y a des bornes de recharge, il y a de l'éclairage public, il y a l'activité des gens eux-mêmes. Et pour avoir une ville intelligente, il faut qu'on aille vers une ville qui soit d'abord adaptable. On parle de mobilité, mais demain, il y aura peut-être des voitures qui fonctionnent toutes seules, sans chauffeur. Donc il faut s'adapter à ce nouveau monde et il faut être sobre, donc propre. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une règle de gouvernance qui définisse ce qu'est la sobriété d'une ville comme Paris, par exemple. Et une fois qu'on a défini ce qu'est une ville sobre, ensuite, l'intelligence consiste, par exemple, à prendre l'énergie sur des panneaux photovoltaïques ou sur de l'éolien s'il y a du vent, de faire le tri entre quand il y a du vent, quand il y a du soleil, voir quand il est préférable, et vous l'avez évoqué, de prendre l'énergie de voitures déjà pleines qui ne serviront pas, voire de Vélib qui sont en train d'être rechargés, qui sont pleins et dont on sait qu'ils serviront que dans 1 heure. Pour faire quoi au bout du bout? Minimiser le dimensionnement de la cité, de faire un dimensionnement qui permette tous les usages sans en faire trop. Sans en faire trop, parce qu'en faire trop, c'est ne pas être sobre, c'est aussi dépenser plus pour nos infrastructures qu'on ne le doit, et donc de définir le juste. Mais ça, c'est très compliqué. Et limiter aussi le dimensionnement des réseaux, enfin, lisser la pointe pour éviter... Et exactement, quand je parle du dimensionnement des infrastructures, si on prend l'exemple de l'électrique et que vous n'y prenez pas garde, on annonce, et c'est très bien, beaucoup de voitures électriques dans les années qui viennent. Si tout le monde recharge à la même heure sur un comportement calqué très clairement sur la voiture à pétrole, à essence, ça ne fonctionnera pas. Ou même si ça pouvait fonctionner, ça serait complètement absurde et un très mauvais usage des deniers publics, qu'on pourrait investir dans d'autres choses, dans l'isolation des maisons, etc. Mais là également, il peut y avoir des solutions où on ne demande pas forcément à l'automobiliste de réfléchir lui-même à quelle heure il doit recharger sa voiture, juste de se brancher et que la borne dite intelligente d'elle-même choisisse à quel moment c'est le plus malin de tirer sur le réseau, justement. Alors, c'est un point extrêmement important que vous évoquez. On parlait des performances thermiques des bâtiments. On sait que de changer le niveau de confort ou d'imposer un changement de niveau de confort ne conduit à rien. C'est-à-dire de complexifier la vie de ceux qui habitent le bâtiment, voire de leur poser un casse-tête pour choisir le moment dans lequel on recharge, on sait que ça n'est pas durable. Et c'est pour ça qu'on développe des solutions de smart charging, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que la personne connecte sa voiture, ou même dans le futur, pourquoi ne serait-elle pas rechargée par induction? Et ensuite, on a un ordinateur, un système intelligent qui dit, bon, je ne vais pas le recharger tout de suite, parce que c'est l'heure de pointe à Paris, par contre, dans 1 heure, je le mets, et puis peut-être que le bâtiment pourra me demander d'arrêter parce qu'il faut chauffer tel chauffe-eau de telle personne qui prend une douche. C'est ça la véritable intelligence du réseau intelligent. Et donc là, on voit bien que ça ne se limite pas à un bâtiment, mais ça nécessite une multiplicité de bâtiments d'utilisateurs et d'usagers qui n'auront pas forcément les mêmes besoins au même moment.
Exactement, et c'est là qu'on vient dans la ville connectée. On peut même aller au-delà des bâtiments, de la mobilité, puisque tout à l'heure j'ai parlé de comportement. Si on sait que le comportement des Parisiens qui sortent du travail, qui prennent leur Vélib ou l'autolib à tel moment, on connaît les habitudes. Donc là, on est dans l'habitude, on est dans la connexion des gens avec leur portable. On peut en déduire des comportements et agir sur le réseau intelligent. Emmanuel François, vous nous avez décrit le bâtiment intelligent. Est-ce qu'il suffit de connecter entre eux tous les bâtiments intelligents pour arriver à une ville intelligente? Alors, tout à l'heure, Manuel Flamme l'a bien répété, le bâtiment devient une plateforme de service, parce qu'effectivement, il communique vers l'extérieur. Oui, il m'avait semblé avoir déjà entendu ça quelque part, et je sais où. C'est vous qui dites toujours ça, c'est votre totem. C'est le totem, oui. Le bâtiment égale la plateforme de service. Et à l'instar du bâtiment, le territoire doit également être une plateforme de service, offrir des services. Et effectivement, le premier service, comme vous l'avez dit, c'est l'énergie, parce qu'il faut des réseaux intelligents, c'est critique, c'est crucial. Et donc aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut pouvoir globaliser la consommation énergétique, avoir une vision globale, avoir accès à l'ensemble des données, tant sur la consommation énergétique, tant sur la production énergétique, tant sur les différents usages, pour avoir une gestion intelligente des bâtiments et de ce fait avoir une ville intelligente. Ça, c'est sur la partie, je dirais, énergie. On peut étendre ça à d'autres services, bien entendu, en incluant la mobilité en premier lieu. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les bâtiments et les villes soient intelligentes à cet égard. On a surtout des îlots. On a des bâtiments qui ont une certaine intelligence, mais quand on veut les connecter ensemble, quand on veut avoir cette vision globale, pouvoir avoir une analyse macro, ça devient très compliqué parce que justement, on n'a pas cette interopérabilité, on n'a pas accès librement aux données. Et donc c'est là-dessus aussi, une fois de plus, que l'ASBA veut travailler et aller au-delà de cette notion d'intelligence en introduisant cette notion de ready to service, c'est-à-dire des infrastructures mutualisables, des équipements ouverts, interopérable. Oui, d'ailleurs, la meilleure preuve qu'on n'en est pas à la ville intelligente du point de vue que vous décrivez, c'est que Confluence, ça est toujours donné en exemple comme écoquartier, performant, etc. Mais je veux dire, ça montre bien qu'il n'y en a pas tant que ça et qu'ils ne sont pas bien connectés au reste de la ville dans laquelle ils sont situés. Tout à fait, et Confluence, c'est un bon exemple, puisque je me souviens, il y a 3 ans, on discutait avec Maxime Valentin, de SPL, Léon Confluence, et il nous disait, aujourd'hui on essaie de faire une ville intelligente, mais on a X bâtiments, et aujourd'hui pour les piloter, pour avoir une vision globale, c'est pratiquement impossible, ou ça nous coûte une fortune, parce qu'il faut rajouter des passerelles, il faut rajouter, ça a des surcoûts, et c'est plus rentable. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut pas... Est-ce que ça veut dire que ça n'est pas forcément la bonne méthode de partir d'un îlot comme Confluence pour, à partir de cet îlot, innerver l'ensemble de la ville ? Est-ce que c'est ça la bonne méthode ou est-ce qu'il faut s'y prendre différemment? La bonne méthode, je pense que c'est plus d'avoir une vision globale et de penser mutualisation, mutualisation et partage. C'est-à-dire éviter d'avoir une approche en silo. Et dès que je fais un bâtiment intelligent, me dire ce bâtiment, s'il est intelligent, il faut qu'il communique avec le bâtiment qui est à côté. Il faut que ça communique librement, il ne faut pas que ça soit trop compliqué. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait cette approche globale et cette approche, elle doit venir effectivement de l'aménageur, elle doit venir de la collectivité. C'est là où il doit y avoir une ligne directrice, un fil conducteur. Je prends un exemple. Aujourd'hui, beaucoup de communes veulent rénover leurs éclairages publics. Donc on va simplement, dans certains cas, simplement changer l'éclairage. Mais c'est un coût. On va répondre simplement à un coût pour réduire le coût de l'éclairage. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on peut aller beaucoup plus loin que l'éclairage. On peut apporter de la donnée avec le Li-Fi. On peut utiliser les luminaires pour apporter des recharges pour les voitures. On peut mettre des systèmes de qualité d'air. On peut mettre des caméras. Et donc, ça veut dire que quand on va penser la rénovation de son éclairage public, eh bien, il faut qu'on ait une vision globale et se dire, je fais ça, mais ensuite, je vais pouvoir bénéficier d'une infrastructure sur laquelle je vais pouvoir plugger d'autres services et ça sera sans surcoût. C'est fondamental. Et pour conclure, si on parle de ville intelligente, moi je pense qu'aujourd'hui, à partir du moment où on parle de ville intelligente qui offre des services,
Eh bien, ces services, pour l'intérêt public, il faut qu'ils aillent vers l'usager. Aujourd'hui, on a tendance à apporter les services, à laisser les services sur place. On va avoir des services, par exemple, pour le logement, des services pour le travail, des services pour la consommation, pour le commerce, des services pour les loisirs. En fait, quelque part, on a centralisé tous ces services. Alors que tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, vous l'avez dit justement, il faut rapprocher les services de l'usager. On est chez soi. Non, c'était Madame Alba qui l'a dit, excusez-moi. J'ai écouté bien ce qu'elle disait. Et aujourd'hui, on peut profiter de tous ces services chez nous. Alors, ça ne veut pas dire chez nous, mais proche de chez nous. Et je suis un fervent militant du déploiement d'espaces de vie sur tout le territoire qui seront possibles à partir du moment où on a justement ces bâtiments et ces villes intelligentes. Sébastien, je vous passerai la parole après. Juste, alors, en tant qu'aménageur, comment est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous vous sentez investi d'un rôle justement d'élargir un peu au-delà du bâtiment? Vous concevez des quartiers entiers, mais c'est toujours pas une ville. Et donc, quel est votre rôle en fait dans la construction de la ville durable? C'est toujours l'ambition que nous avons, nous, promoteurs immobiliers, de donner le meilleur de la technologie à nos clients, que ce soit des investisseurs institutionnels ou tous nos concitoyens qui ont besoin de se loger ou qui souhaitent investir dans la pierre. Cela étant, du jour au lendemain, on ne pourra pas bouleverser la globalité des 32 millions de logements qui existent en France et en Navarre. Chaque année, nous ne produisons qu'1% de ce patrimoine, ce qui veut dire qu'il nous faudrait quand même beaucoup de temps avant qu'ils ne deviennent communicables les uns avec les autres si on attendait simplement une sorte de renouvellement de la globalité de ce patrimoine. Donc pour répondre en écho à ce que disait mon voisin, ce qu'il faut surtout, c'est que nous ayons propriétaires bailleurs ou promoteurs qui vendons tous ces immeubles à nos concitoyens ou à nos institutionnels, c'est avoir des systèmes ouverts qui permettent effectivement à tous les immeubles de communiquer, quand bien même on viendrait à plugger des dispositifs sur des bâtiments anciens, que ceux-ci puissent communiquer avec les bâtiments neufs et pas, je dirais, imposer un dispositif complètement fermé, comme pourraient l'espérer certaines grandes entreprises internationales, pour être, entre guillemets, les seuls et uniques propriétaires de la réflexion qu'on pourrait avoir ultérieurement sur la globalité des données issues de ces immeubles. Ces immeubles, ils vivent, ils sont là au service de leurs utilisateurs ou leurs habitants, et c'est pas l'inverse. Une ville intelligente, c'est une ville qui doit donner le plus grand nombre de facilités à ses utilisateurs que sont ses habitants, quels qu'ils soient. Et c'est surtout faire quelque chose qui soit le plus durable possible, tant dans la longévité des bâtiments. Manuel parlait tout à l'heure de la réversibilité. Là, on a effectivement aujourd'hui chez ICAD Promotion la volonté de réfléchir systématiquement à la réversibilité de nos immeubles, parce qu'un immeuble de bureau, ça vit 25, 30 ans, et puis après, pof, il faut casser et refaire quelque chose. Et ça, c'est pas satisfaisant pour la ville, parce que recréer la ville sur la ville, c'est très bien, mais quand on voit ce que coûte éventuellement la mise en service d'une sobriété des immeubles d'habitation, c'est pratiquement 2 fois à 3 fois le coût d'un immeuble neuf. Donc ça peut représenter des investissements très lourds. Voilà. Et puis une ville intelligente, c'est une ville qui communique avec des voitures qui sont partagées ou des transports en commun qui soient le plus doux et le plus sobre en termes d'énergie. Quelques idées quand même sur ce sujet, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure. Il faut savoir qu'en pointe de consommation, un véhicule électrique, c'est l'équivalent de la consommation d'un immeuble de 3 pièces. Donc j'ose imaginer que si Enedis demain devait faire des tuyaux pour alimenter toutes les voitures du parc automobile français qui deviendraient des voitures électriques, ça poserait quand même de très gros problèmes. Je pense que Enedis est conscient de cet aspect des choses et se prépare à éviter de devoir alimenter d'un coup d'un seul l'équivalent de... Je pense qu'il faut tout ce qu'on se prépare, c'est ça aussi l'intelligence, parce que une voiture, elle se recharge de différentes manières, elle peut se recharger en 1 minute et vous avez des tuyaux, comme vous dites, absolument gigantesques, mais y a-t-il besoin de recharger toutes les voitures en 1 minute? Être intelligent, c'est aussi faire les choses au bon moment, et quelqu'un qui dort la nuit peut tout à fait recharger peut-être sa voiture la nuit. À nous de savoir équiper la cité
Voilà. de cette manière-là. Manuel Flamme, comment passe-t-on du bâtiment intelligent à une ville intelligente ? Alors d'abord, effectivement, l'enjeu, c'est bien sûr de faire en sorte que les bâtiments intelligents communiquent entre eux. Pourquoi ? Parce qu'on a, notamment nous en tant que bailleurs, une responsabilité qui est d'animer un immeuble, mais surtout un ensemble d'immeubles et donc des communautés de vie dans des quartiers donnés. À cet égard, vous voyez, on est en train de pousser à la création et au développement de plateformes numériques du style monvoisinage.fr, je crois que ça s'appelle maintenant Smile, qui permettent de créer des communautés de vie au sein d'ensembles immobiliers. Et donc dans lesquels on a précisément, si vous voulez, l'amorce de discussions ou d'échanges entre locataires qui vivent dans des immeubles distincts. Bon, ça c'est le premier élément, le cas d'application en termes de gestion locative qui est assez intéressant. Le deuxième sujet que je voudrais aborder, c'est que bien sûr, pour construire un bâtiment intelligent, il faut que ce bâtiment il s'insère dans un réseau intelligent, Smart Grid, qui lui-même s'inscrit dans une ville intelligente, qui construit une ville intelligente demain. Là-dessus, le groupe SNI a été très opérationnel puisqu'on a signé avec EDF une convention de partenariat de manière à répondre ensemble à des consultations. L'idée, c'est sur des grands appels à projets, notamment auprès d'aménageurs qui gèrent des grands sites fonciers, que ce soit sur l'Île-de-France ou sur Lyon ou sur Marseille. On propose avec ADF de répondre ensemble de manière à ce que le réseau qui va connecter ensemble nos différents immeubles soit un réseau pensé en amont de manière à garantir cette interopérabilité entre les différents bâtiments. Donc l'idée demain, c'est bien sûr en amont avec les aménageurs, avec les promoteurs, auprès desquels on achète une partie de nos logements en VFA. On pense des quartiers de ville qui soient connectés entre eux, qui discutent entre eux, de manière à offrir des services adaptés. Merci. Sébastien Delpont, je pense... je vous passe la parole juste après. Pour moi, la connexion entre bâtiments intelligents et ville intelligente, c'est 3 points clés. Le premier, c'est une commande globale et politique claire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire de cette ville, de ce morceau de ville. Est-ce qu'on veut plus de mixité d'activités ? Là où j'avais du bâtiment, je veux faire du logement, je veux plus de bureaux. Est-ce qu'il y a plus de mixité générationnelle, plus de mixité sociale? Est-ce que je veux une ville plus végétale? Donc déjà, c'est bien d'être intelligent, mais il faut savoir où on va. Donc c'est important de savoir où on va et qu'en tout cas soit clairement posée l'ambition, en tout cas politique. Et ça, c'est la responsabilité de la collectivité locale. Tout à fait, mais c'est important en tout cas qu'elle soit formalisée et exprimée clairement, parce qu'on peut aller intelligemment dans différentes directions. La question, c'est quand même important de se dire dans quelle direction on va aller intelligemment. Deuxième point, c'est d'arriver à un vrai pilotage concerté interacteur de qualité d'usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des morceaux de ville où j'ai quelqu'un qui gère les vélos en libre-service, qui ne parle pas à celui qui s'occupe des parkings publics et des parkings privés, parce que dans le logement, il y a des parkings privés, qui ne parle pas à celui qui fait le service de transport en commun, qui est titulaire de la délégation de service public en la question, on arrive à du n'importe quoi. Et en termes de qualité d'usage, on n'a pas cette qualité d'usage d'avoir une expérience client qui est de se dire, voilà, j'ai une fluidité intermodale entre différents modes. Donc le sujet, c'est vraiment comment on a des gouvernances nouvelles et un pilotage, en tout cas, de cette performance, alors qu'il est vrai sur le transport, on parlait d'usage, de mobilité, c'est vrai sur l'énergie, comme c'est exprimé, quand il y a plein de producteurs, plein de consommateurs, à un moment, il y a des besoins de règles et de coordination nouvelles et qui ne sont pas habituelles, et c'est un sujet fondamental, c'est arriver à caler cette gouvernance, ce pilotage. Et le troisième point, c'est un changement culturel pour arriver à rentrer dans cette culture qui a été exprimée de partage de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dit oui, les données, c'est le nouvel or de la ville, data, voilà. C'est fréquemment évoqué depuis ce matin. Le seul sujet, si vous voulez, c'est que ces données, si on les laisse sous son matelas, et qu'on les partage avec personne, c'est pareil. L'argent dans un compte en banque, ça fructifie, ça rapporte plus que quand on garde les choses pour soi et qu'on ne les partage pas. Donc c'est le même sujet, comment j'arrive à cette culture de se dire, en tout cas, les données, je les partage, c'est la culture, et que j'arrive à chaque fois que je prends un marché, privé ou public, avec ces sujets. Voilà, je vais produire pendant l'exercice de mon métier d'opérateur urbain tel type d'activité, je vais pouvoir produire tel type de données, voilà, pour information, voilà, et se poser aussi à chaque fois comment je peux utiliser des données produites par d'autres pour arriver à faire mon métier d'opérateur urbain plus intelligemment, quoi. Et que c'est vraiment un changement culturel qui est pas l'habitude de faire, mais en tout cas qui est, à mon avis, essentiel pour qu'on arrive à faire de passer de bâtiments à ville intelligente. Parce que voilà, on est dans une ère des usages rois, en tout cas. Alors ça plaît pas, mais la réalité c'est que les gens, Uber, même s'ils payent pas d'impôts, ils ont beaucoup de défauts. Mais en tout cas, ils ont une culture très centrée sur expérience
utilisateur, qualité d'usage, comment c'est simple, c'est efficace, et ces sujets-là. Et à la limite, bon, la tuyauterie derrière de comment ça fonctionne, c'est pas trop l'affaire des citoyens. Ce qu'ils veulent, c'est effectivement quelque chose d'agréable à vivre dans lequel, et toute la question, c'est comment ils imaginent en tout cas ces coordinations interacteurs, que ce soit des acteurs historiques ou des acteurs nouveaux en tout cas, pour arriver à délivrer cette qualité d'usage qui est essentielle au niveau de la ville. Est-ce que certains d'entre vous veulent réagir par rapport à ça? Certains... Je ne vous oublie pas, Rossella, mais pour savoir si, par rapport à finalement cet enjeu de gouvernance de la ville et de décision et de vision politique clairement affirmée, est-ce que vous sentez, est-ce que vous ressentez un déficit historique de ce côté-là, et est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent, évoluent dans le bon sens, ou est-ce que ça reste un souci et que vous faites du coup des petits bouts de ville intelligente sans qu'il y ait vraiment une vision globale de la part de la collectivité? Les choses sont assez compliquées parce que ce que l'on dit tous avec des mots distincts les uns des autres, c'est une nouvelle façon de gouverner un peu la ville, oui. Et surtout une façon collaborative de rendre cette ville plus intelligente pour ses habitants. Et ça, ce sont de nouveaux paradigmes qui viennent complètement bousculer les habitudes. Dominique Alba tout à l'heure le disait, de silos qu'on a connus. Avec des fonctions très particulières, des services publics qui ne sont pas des services privés, l'un ne pouvant pas communiquer avec l'autre, ou alors dans des règles de prudence extraordinaires, qui font que ces systèmes sont désormais d'un autre siècle, parce qu'aujourd'hui nous avons de l'intelligence numérique qui est à notre disposition. Il faudra effectivement être prudent pour son usage, son contrôle et sa monétisation, parce que rien n'est gratuit dans ce bas monde, malheureusement, et il s'avère que certains ont des idées économiques parfois un peu farfelues par rapport au sens commun ou à l'intérêt général. Mais ce qui est très clair, c'est qu'on est en train d'inventer par petits bouts, par petits pas, je vous l'accorde, madame, une nouvelle forme de gouvernement de la ville, mais qui soit là aussi collaborative avec les élus, les habitants et les créateurs de la ville. Merci. Rossella, vous vouliez ajouter un mot? Je vous en prie. Oui, merci. Donc, moi, je voulais faire un petit pas en arrière parce que je trouve qu'il faudrait, avant que la ville soit connectée, et c'est un très grand souci et on voit très bien l'intérêt, mais je pense que la ville devrait être inclusive. Il faut penser à comment vraiment regrouper tous les personnes, les êtres humains qui vivent dans ces espaces. Alors, il y a quand on parle des Smart Cities, moi j'ai lu très souvent la comparaison avec les réseaux classiques des distributions d'eau qui est dans nos villes traditionnelles. Et je trouve que ce n'est pas forcément ce que va se créer à niveau de réseau dans la Smart City, parce qu'il y a des créations d'algorithmes qui sont forcément créés, moi je pense de ne pas me tromper, mais par des des femmes. Je pense que ces algorithmes sont créés par des hommes qui forcément ont une autre vision des choses. Donc je pense que c'est très important de penser qu'une ville inclusive doit être aussi pensée par les femmes un premier rôle, et pas seulement en tant qu'usagère. Et ça, c'est bon. Pour arriver à ça, il faut créer des équipes dédiées à ça, qui puissent rentrer dans la programmation vraiment factuelle des espaces urbains. Et je pense que ça, c'est sûr que ça ajoute un peu de travail pour tout le monde. Hein. Je ne parle pas de quelque chose que ça va forcément simplifier tout de suite la situation, mais ça va apporter beaucoup, je pense, dans les temps. C'est un peu important de sortir un peu de cette logique de créer des jouets technologiques qui après s'appliquent à la vie quotidienne, qui sont très souvent le fruit du marketing ou d'un sondage marché. Il faut un peu sortir de cette logique. Ça, c'est l'opinion que je développe en travaillant dans la ville, dans les logements sociaux. Et je pense qu'on a vraiment besoin d'un petit pas en arrière à niveau de programmation et que la ville soit inclusive et après se connecte.
Mais je pense que le terme inclusivité, c'est quelque chose d'important et qui se limite peut-être pas juste à la question du genre. Oui, bien sûr. Et comment sont pris en compte mais toutes les différences, qu'elles soient sociales, économiques, les personnes en situation de handicap, etc. Est-ce que tout ça, ce sont des choses qui sont prises en compte dans les conceptions de villes intelligentes, mais d'une manière... en associant des gens comme ça pour savoir si c'est des choses qui leur conviennent, dont ils ont envie. Si on parle par exemple d'inégalité sociale, etc. Manuel Flamme, puisque vous avez du logement très social, comment est-ce que vous vous assurez que ce que vous proposez en fait à cette population, c'est ce dont elle a envie, c'est ce qu'elle va adopter en termes de services, en termes de confort, en termes de... Non, je pense que c'est tout à fait la question. Il faut vraiment peut-être s'inspirer d'autres... je ne sais pas, on parle c'est très à la mode de parler de l'intelligence des plantes, donc de comment elles arrivent à se connecter, à se communiquer des données d'une façon intelligente, comme on veut, comme on cherche. Donc je pense qu'il faut un peu chercher d'inspiration. Il y a plein d'artistes qui travaillent sur des thèmes de ce type. Il faut vraiment se faire un peu infuser par des idées autres, qui est à côté de tout ce qu'on développe, qui est évidemment presque indispensable maintenant pour arriver à gérer ce qu'on a créé. Voilà. Il faut se poser la question, est-ce que ce qu'on a créé, il mérite tout cet effort, et comment revoir les choses pour réintégrer. Alors, on est arrivé au terme en fait de la table ronde. Ce que je vous proposerai à chacun d'entre vous, c'est peut-être en un mot ou une phrase, mais vraiment pas deux. Si vous avez un regret, quelque chose que vous n'avez pas pu exprimer, qui vous tient à cœur par rapport à ce qui s'est dit ce soir, c'est le moment, parce que je vais devoir nous allons tous devoir céder la place à la séquence suivante, après une petite pause d'ailleurs. Emmanuel François, vous voulez rajouter un dernier mot? Attention, hein, je vous ai à l'œil, un dernier mot. Bien, on l'a vu, le bâtiment, tout comme la ville, libère des données, et ces données sont générateurs de services. De ce fait, nous avons des nouveaux acteurs qui viennent sur la ville, qu'on appelle des opérateurs de services. Ces opérateurs de services utilisent ces données pour faire des services, parfois sur leur métier. Par exemple, les acteurs de l'énergie vont apporter des services sur l'énergie. Les acteurs de la mobilité vont faire des services autour de la mobilité. Cependant, on est dans le numérique, on l'a dit, les silos tombent. C'est totalement transversal. Et de ce fait, les frontières se floutent. Sont floutes, mais on va le voir et on va le vivre dans les années qui viennent. C'est clair, aujourd'hui, les acteurs de la mobilité disent « Aujourd'hui, je vais faire du smart grid ». Les acteurs de l'énergie vont dire « Je vais faire du smart grid, mais bien sûr, je vais faire de la mobilité et je vais faire des services autour des espaces ». Et bien sûr, vous avez les acteurs de l'IT qui disent « Attendez, moi, je vais faire de la mobilité, je vais faire de la gestion des espaces, du divertissement et de la santé ». Donc, on voit qu'effectivement, tout est en train de se remettre en cause. Il y a une chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas oublier, tout le monde l'a dit, c'est qu'on est là. L'usager reste au centre, c'est lui qui décide grâce au numérique. C'est un consomme-acteur. Et il va être de plus en plus associé à la gouvernance globale des villes et de son territoire. Merci beaucoup Emmanuel. Monsieur. Pour rebondir, là, si vous pouvez faire un peu plus court que votre voisin, s'il vous plaît. Très bref. Règlement général de la protection des données, adopté par le Parlement européen en 2016, qui doit être mis en œuvre le 25 mai 2018 en France. Sacré défi pour les opérateurs, quels qu'ils soient, en ce compris les promoteurs, les propriétaires bailleurs et la globalité de tous les serviceurs qu'on vient d'évoquer. Et pourtant, ça sera un élément essentiel et déterminant, qui est celui de la protection des données de la globalité de nos concitoyens. Merci beaucoup. Moi, j'enchaîne sur ce propos, mais si vous voulez, madame, continuer à applaudir, allez-y. Hein. J'enchaîne sur ce propos. C'est nous, au sein du groupe Assaini, on loge près d'1 million de Français qui quotidiennement émettent des datas dont on doit qu'on doit pouvoir exploiter au mieux pour offrir des services qui sont adaptés. Là-dessus, on a besoin d'un cadre juridique qui soit précis,
qui nous disent jusqu'où on peut aller, de manière à utiliser pleinement les potentialités du big data afin d'offrir, encore une fois, l'exploitation, enfin, d'offrir les meilleurs services à nos locataires. Aujourd'hui, le flou qui pèse sur le cadre juridique autour de la gestion des données émises par nos locataires nous freine dans le développement de ces nouveaux services. Manuel, merci. Rossella, vous voulez encore dire un mot? Juste une phrase qui est une sorte de slogan classique du féminisme, que c'est un lieu où les femmes se sentent bien, un lieu où tout le monde se sent bien. Et c'est quelque chose que j'invite tout le monde à réfléchir à ça, et basta. Et basta, merci. Sébastien? Je pense qu'il y a un sujet clé, c'est comment on organise cette transition d'aujourd'hui à demain à une ville plus intelligente. C'est pas simple et qu'il faut trouver en tout cas, avant de se projeter dans une SimCity dans laquelle on vivrait, quelles sont les étapes cohérentes et les modèles d'affaires cohérents qui permettent d'y arriver. Parce qu'aujourd'hui, il faut imaginer en tout cas les différents paliers. Il y aura des escaliers avec un certain nombre de sauts à des moments, mais il faut arriver à trouver ça de façon structurée et intelligente où tout le monde s'y retrouve. Et il y a un vrai challenge aussi à dépasser le smart city washing. Parce que on a tendance à vendre du capteur de partout sans vraiment réflexion collective du pourquoi on est là, pour répondre à ça. Enfin, à titre personnel, voilà, pour un projet, on a gagné un prix Smart City. Donc, ce qui fait qu'on était contacté tous les 15 jours par des promoteurs qui voulaient juste afficher le lauréat du prix dans mon équipe sans vouloir réfléchir une seconde la programmation et la façon de concevoir les bâtiments. Donc, voilà, on a connu les affres du greenwashing. Maintenant, ne subissons pas celles du Smart City washing pour arriver à se reposer et améliorer les services urbains et faciliter la qualité des usagers pour être utile. Merci, Monsieur Salomon. Moi, je conclurai en évoquant votre collègue tout à l'heure qui m'a demandé s'il y avait une version française de la Smart City. Nous, on pense à Enedis qui a effectivement une version française qui probablement s'appelle le service public, quelque chose auquel on croit beaucoup, qui fait que non seulement on travaille pour la Smart City, mais la Smart City, elle est aussi connectée au Smart Village. Et au-delà de la technologie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a accès à tout le monde, a accès et à la technologie et surtout aux données. Et cette continuité, elle est pour nous fondamentale. Merci beaucoup. Ludovic Deblois, vous aurez le mot de la fin sur cette table ronde. Merci. Quelques mots. Le premier, c'est que si aujourd'hui il y a une dynamique qui s'instaure, eh bien c'est aussi grâce aux réglementations qui sont mises en place, grâce au label plus c'est moins. Et donc, il ne faut pas perdre cette vision et cette dynamique. La deuxième chose, c'est que cette dynamique, nous on le voit à notre échelle, est essentiellement sur la construction, encore peu sur la rénovation, et c'est bien sûr, comme ça a été dit par chacun des acteurs, sur les deux secteurs qu'il faut aujourd'hui qu'on arrive à développer des bâtiments intelligents. Et enfin, le troisième point, c'est que c'est un secteur qui, de ce fait, va être énormément créateur d'emplois, donc on a tous intérêt à conserver une dynamique forte pour la mise en place des bâtiments intelligents. Merci beaucoup, Ludovic.